bonjour à tous et encore merci pour votre disponibilité. Bonjour Pierre. Euh, Nous allons démarrer du coup ce webinaire accompagné aujourd'hui euh, de trois experts, euh, Céline, Livia et Pierre. Bonjour déjà à tous les trois et encore merci pour votre disponibilité aujourd'hui. Bonjour Léa, bonjour à tous. Bonjour. Et donc, comme je le disais à certaines personnes déjà connectées en début de webinaire, nous avons l'opportunité aujourd'hui d'animer notre webinaire sur la mise en copropriété d'immeubles existants avec un grand cabinet notarial français, le cabinet Chevreux. Et donc, j'expertise. Nous avons notre géomètre expert, Pierre Monscourt, et bien évidemment le responsable de tout le service copropriété, division de l'immeuble. Donc, la bonne personne pour échanger sur ces thématiques-là aujourd'hui. Ce que je peux vous proposer du coup au menu d'aujourd'hui pour le sommaire, si on peut passer sur la slide suivante. Donc, je rappelle le sujet, hein, la mise en copropriété. Alors, on va voir pourquoi réaliser une mise en copropriété sur un immeuble existant, qui est concerné et comment réaliser cette mise en copropriété. Et alors, Christelle, pardonnez-moi, pas de son, pas d'image. Encore une fois, je suis navrée. Je n'ai pas de solution à vous donner. Si tout le monde capte bien, peut-être essayer sur un autre navigateur. C'est le dernier conseil que je peux vous donner. Si vous êtes sur un navigateur en particulier, n'hésitez pas à faire le test sur un autre navigateur. Et pour continuer du coup sur le sommaire, Pierre et le cabinet Chevreux pourront échanger tout au long de ce webinaire sur ces différents sujets. Il y a la partie aussi diviser la propriété et rentrer un petit peu dans la technique pour certains connaisseurs et certaines personnes intéressées justement dans le cadre de mise en copropriété de l'immeuble sur le fait de fixer les quotes-parts, la répartition des charges aussi dans l'immeuble et puis toute la partie organisation et gestion de l'immeuble. Une fois que ce sommaire est annoncé, ce que je peux vous conseiller aussi, bien évidemment, c'est que dès que vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Nous y répondrons avec grand plaisir. Nous avons un temps dédié aux questions et aux réponses à la fin du webinaire, mais je trouve ça toujours plus sympathique de pouvoir converser au fur et à mesure du webinaire. Ça donne un petit côté échange entre nous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire et nous tâcherons de répondre à vos questions tout au long du webinaire. Je vous propose sur la slide suivante d'introduire nos deux sociétés aujourd'hui, J'expertise et le cabinet Chevreux. Je me permettrai de commencer par J'expertise et puis après je donnerai la main aux experts. J'expertise, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre groupe, aujourd'hui, historiquement cabinet de géomètre expert, groupe d'ingénierie plus globalement aujourd'hui, et bien évidemment, le pôle copropriété division de l'immeuble se situe dans un de nos trois départements, qui est le département immobilier, regroupant notre cœur de métier, hein, bien sûr, celui du géomètre expert, de la détection des réseaux, des diagnostics, et la partie division de l'immeuble dont Pierre nous parlera ensuite au fur et à mesure avec cette thématique donnée sur ce webinaire. Et groupe d'ingénierie, puisque nous avons toute une pluridisciplinarité d'activités qui viennent en complément, j'allais dire, compléter notre cœur de métier, notamment via le département bâtiment et VRD, où là, nous sommes davantage sur de l'ingénierie de la construction et du génie urbain, tout un panel avec une équipe de maîtres d'œuvre, d'économie de la construction, une spécialité sur la VRD. Et pour finir, un troisième département, BIM et SIG, qui vient interroger la donnée que nous pouvons produire en tant qu'experts et qui vient, j'allais dire, vraiment d'un point de vue transversal à nos métiers. Voilà, la thématique n'étant pas d'en dire davantage. Si vous avez des questions sur J'expertise, bien évidemment, n'hésitez pas, mais je vais volontiers passer la main au cabinet Chevreux pour qu'il puisse, bien évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le cabinet, mais ça m'étonnerait, quelques mots pour la société, puis nous enchaînerons ensuite sur la thématique et nous rentrons dans le vif du sujet. Merci à vous. Merci Léa. Donc à l'étude Chevreux, nous accompagnons nos clients dans tous les domaines du droit notarial, du patrimoine à l'immobilier, en passant par le financement.
Et nous avons choisi, il y a quelques années, de mettre en place une équipe dédiée à l'organisation juridique des ensembles immobiliers, équipe composée de notaires, de juristes experts en la matière et de géomètres. Il s'agit d'un choix stratégique pour l'étude qui a été fait pour répondre aux besoins d'expertise pointue de nos clients en cette matière d'organisation juridique. Et cette équipe accompagne à la fois nos clients, mais aussi nos équipes métiers dans des missions de conseil et dans la mise en place et la modification de l'organisation juridique des ensembles immobiliers, copropriété, volumétrie, qu'il s'agisse d'immeubles à bâtir ou encore d'immeubles existants qu'il faut faire évoluer dans le temps. Donc, on va passer à la première slide, donc sur la mise en copropriété d'un immeuble existant. Pourquoi? Donc, tout d'abord, quelques mots sur le statut de la copropriété. Donc, comme vous le savez peut-être, il est régi par un texte qui va fêter ses 60 ans, la loi du 10 juillet 65, et par son décret d'application du 17 mars 67. Il y a également d'autres textes qui sont notamment dans le Code de la construction et de l'habitation. Ce régime, il a été réformé à de nombreuses reprises, et notamment récemment pour le sujet qui nous concerne, donc la mise en copropriété d'un immeuble, d'abord par la loi Elan donc, du 23 novembre 2018, qui définit les parties communes spéciales, les parties communes à jouissance privative, le lot transitoire, et qui impose dorénavant que l'ensemble de ces éléments soient définis dans le règlement de copropriété. Donc, ça s'applique aux mises en copropriété qui sont intervenues depuis le 1er juillet 2022. Le second texte, c'est l'ordonnance du 30 octobre 2019, qui a modifié notamment et surtout le champ d'application du régime de la copropriété et qui a modifié la liste des dispositions de la loi qui ont un caractère d'ordre public. Donc, sur le champ d'application, vous le voyez à l'écran, c'est l'article 1er de la loi. Donc, le régime de la copropriété s'applique à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lot entre plusieurs personnes. Donc, depuis l'ordonnance, cet article est d'ordre public. On ne s'attarde pas ici sur le champ d'application, sur la différence entre copropriété et volumétrie, puisque là, on se place vraiment dans l'hypothèse où on a décidé de mettre en copropriété un immeuble. Simplement, ce que je peux vous indiquer, donc sur le régime de la copropriété, il présente des avantages puisque il est pérenne dans le temps, il a plus de 60 ans, il a été modifié, donc il évolue avec la société et voilà les différentes modifications législative. Il a été interprété par la jurisprudence et donc on a beaucoup d'arrêts qui interprètent. Et donc les deux réformes que je vous ai citées reprennent notamment en partie de la jurisprudence de la Cour de cassation. Par contre, il est considéré comme contraignant par beaucoup en ce qu'il impose d'obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale pour tout un tas de sujets. Voilà. Peut-être sur les enjeux de la mise en copropriété d'un immeuble existant et sur les enjeux de la structuration de cette organisation. Quand on choisit de mettre un immeuble en copropriété, on fait en général du sur-mesure. Et l'enjeu essentiel, c'est la mise en place de règles adaptées à chaque immeuble pour éviter la remise en cause de la mise en copropriété, mais aussi des principes qui vont figurer dans l'état descriptif de division et dans le règlement de copropriété. Il faut que ces règles s'inscrivent dans le cadre légal et réglementaire, mais qu'elles soient aussi adaptées à l'immeuble en question pour permettre une gestion de cet immeuble sereine dans le temps. C'est pour cela indispensable d'obtenir au préalable toutes les informations pour que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété reflètent fidèlement l'existant et le fonctionnement de l'immeuble, prendre en compte la volonté du propriétaire, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'anticiper et de permettre l'évolution de l'immeuble dans le temps. Alors, pardon, une dernière slide pour vous donner des éléments un petit peu de contexte avant de rentrer un peu plus dans le détail et la technique de la mise en copropriété. On voulait d'abord faire un point sur les différents acteurs qui participent à la mise en copropriété d'un immeuble. On en a ici rassemblé 3, mais en fait, il y en a un petit peu plus que ça. Je vais le détailler. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment le propriétaire, alors que je désigne comme ça, mais
généralement, ou très souvent en tout cas, le propriétaire sera représenté par un gestionnaire de son immeuble qui, lui, connaîtra son immeuble et sera en mesure de nous partager les informations nécessaires, puisque, comme dit par Céline juste avant, la mise en copropriété, c'est vraiment du sur-mesure pour l'immeuble que l'on traite. Il faut que donc, le propriétaire nous partage ses attentes. Par exemple, sur une mise en copropriété d'un immeuble dans le cadre d'une succession, on va généralement simplifier la gestion de l'immeuble au maximum, puisque finalement, ce que veut le propriétaire, c'est pouvoir assurer la succession de l'immeuble tout en restant propriétaire et dans l'immeuble et en gardant une gestion simplifiée des choses. Donc, c'est par exemple limiter le nombre de parties communes spéciales et le nombre de charges de façon à ce que, encore une fois, la gestion puisse être optimale. Donc, ce propriétaire fait également établir les différents diagnostics obligatoires, que ce soit sur les parties communes et sur les parties privatives, ces diagnostics intégrant l'acte notarié. Et enfin, le propriétaire désigne un acteur important qui est le syndic provisoire, qui sera intitulé du syndic désigné par l'Assemblée générale, et qui est, lui, en fait, chargé donc, de mettre en œuvre, finalement, le règlement de copropriété. Dans cet acteur-là, il a la particularité de ne pas participer le plus souvent à la rédaction du règlement, mais par contre, il en est le principal utilisateur, dans la mesure où c'est lui qui met en œuvre les clauses et le fonctionnement de l'immeuble. Le deuxième acteur que l'on mentionne, c'est donc le géomètre expert que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Alors, le géomètre expert, il va en fait transformer une information qui est technique et physique en une information qui est juridique et qui peut être retranscrite dans un acte. Le géomètre expert n'est pas juriste de formation, pour autant il manipule un certain nombre de notions juridiques qu'il convient quand même de maîtriser un minimum, afin de pouvoir faire le lien entre ce qu'il observe sur le terrain et puis ce qu'il écrit dans son état descriptif de division. L'état descriptif de division, rédigé par le géomètre expert, c'est avant tout un document qui est désigné en fait à la publicité foncière afin de rendre compte de la façon dont est divisé l'immeuble. Mais c'est aussi un document qui intègre complètement le règlement de copropriété et qui a des renvois entre les deux. Et donc, en complément de cet état descriptif de division, on a le règlement de copropriété qui est rédigé en partenariat, voire en très grande partie par le notaire, le géomètre expert intervenant le plus souvent pour la rédaction de la description des parties communes et privatives et surtout pour la rédaction des répartitions de charges de l'immeuble. Et le troisième intervenant dans la mise en copropriété, c'est le notaire. Le notaire qui intervient à deux étapes clés de cette mise en copropriété. En amont, il procède à l'audit de l'ensemble immobilier. Il s'agit de vérifier la propriété, de vérifier les servitudes existantes, la destination, l'usage de l'immeuble. On vérifie également les baux, notamment les baux commerciaux, les accès aux biens, tout ça pour avoir une bonne connaissance de l'immeuble. On s'interroge également sur la préexistence d'une éventuelle organisation juridique, par exemple une volumétrie, ou encore sur l'existence d'un organe de gestion de type association foncière urbaine libre ou association syndicale libre, active ou non, pour anticiper les adaptations qu'il y aura à faire à ce titre. On s'assure également des éventuelles problématiques foncières, notamment l'absence d'empiètement, d'imbrication avec d'autres immeubles voisins, l'absence de partage d'équipements communs, par exemple un chauffage qui serait commun à un autre foncier. Et la mise en copropriété pourra, dans ce cadre-là, nécessiter la régularisation d'autres actes authentiques que le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, pour assainir ou adapter la situation de l'immeuble. Et ensuite, le notaire intervient à une deuxième étape de cette mise en copropriété. C'est une étape de rédaction et de signature qui intervient en aval après le géomètre expert
pour fixer les modalités de division de l'immeuble et rédiger l'acte authentique sur cette base-là, sur cette base du projet établi par le géomètre expert avec qui on avance main dans la main pour avoir la solution la plus efficiente possible pour notre immeuble. Alors effectivement, il y a un travail d'analyse qui est absolument fondamental sur l'immeuble avant de procéder à la rédaction de l'EDD RCP. Alors là, le but maintenant, c'est de vous donner des éléments pratiques et techniques sur la façon dont on procède, quelles sont les informations dont on a besoin, comment est-ce qu'on les récupère pour réaliser notre mission. Donc, effectivement, on s'intéresse dans un premier temps à l'assiette de la copropriété. On va partir du général vers le particulier. Donc, l'assiette de cette copropriété, ça pourra être une unité foncière, donc composée de plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire. Ça pourra, dans certains cas, être aussi 2 unités foncières différentes, par exemple un immeuble sur une unité foncière et puis le parking sur l'autre unité foncière, auquel cas il faudra procéder à 2 mises en copropriété bien distinctes. Cette assiette peut également être une volumétrie. Et on a aussi le cas de l'ancienne copropriété, donc un immeuble anciennement en copropriété, dont tous les lots appartiennent au même propriétaire. En fait, le statut ne s'applique plus, la copropriété n'existe plus. Pour autant, il faut constater son annulation avant de pouvoir en rédiger des nouveaux documents. Sur le cas de la volumétrie, c'est un sujet qui est assez important à aborder dès le départ, parce que moi, j'ai eu un client qui nous demandait de mettre en copropriété un immeuble de bureau avec des places de parking en sous-sol. Et en fait, au bout du compte, il était étonné que dans son règlement de copropriété, on ne parle que des lots de bureaux. Mais ce qu'il n'avait pas vu au départ, c'est qu'il était propriétaire de ces places de parking sous forme de lots de copropriété dans une copropriété parking. Donc, voilà, ça peut dire qu'il y a un travail de lecture et d'analyse des actes existants qui est essentiel pour définir la bonne assiette de la copropriété. Le géomètre expert dresse les plans de copropriété. Alors, il y a un aspect très technique sur ce sujet-là que je ne vais pas forcément aborder. Par contre, le sujet qui est fondamental, c'est le taux de visite que l'on pourra réaliser dans l'immeuble, c'est-à-dire le nombre de lots que l'on va pouvoir visiter. Et sur ce sujet-là, la communication avec le propriétaire et son gestionnaire et le gardien de l'immeuble, s'il existe, est vraiment importante pour cela. Donc, on mène une campagne téléphonique, on laisse des avis de passage de façon à visiter un maximum de lots. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est la crédibilité du travail que l'on mène. Imaginons que l'on visite que 2/3 des lots. Finalement, nos calculs de quote-part et de charges ne seraient absolument pas crédibles et fiables dans la mesure où les lots non visités, finalement, on ne sait pas quelle est leur superficie, quelle est leur emprise. On peut éventuellement faire des estimations dans certains cas assez précis que j'aborderai plus tard, mais j'insiste sur cette nécessité de visiter l'immeuble dans son ensemble. Pour rentrer plus dans le détail, on va aussi s'intéresser au fonctionnement de l'immeuble. Dans un premier temps, c'est simplement d'un point de vue architectural, entre guillemets, repérer l'existence de bâtiments, l'existence d'un parc de stationnement en sous-sol, par exemple. Puis, pour rentrer encore plus dans le détail, des cages d'escalier, des halls, des circulations, repérer ces différents espaces et la façon dont ils sont utilisés par les occupants actuels. Ce travail-là va nous permettre d'initier le découpage en parties communes générales, puis parties communes spéciales, le cas échéant. Il faut également positionner et identifier l'ensemble des équipements de l'immeuble, que ce soit des ascenseurs, des boîtes aux lettres et toute cette sorte de choses. Également, ce travail-là permet d'anticiper les répartitions de charges à venir. On insiste aussi beaucoup sur l'identification de tous les locaux communs, que ce soit les locaux vélos, ordures ménagères, etc. Moi, quand j'ai un technicien qui revient du terrain en me disant « j'ai pas pu visiter ce local, c'est peut-être un local technique », en fait, on prend un risque parce que si on a de la chance, c'est juste le rangement du gardien.
Par contre, si derrière on découvre une panoplie de compteurs d'eau froide, ça change fondamentalement notre répartition de charge d'eau froide, par exemple. Donc, en plus de ça, chez Gerspertise, on transmet au client un questionnaire qui permet de balayer l'ensemble des sujets. Alors parfois, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'antenne télévision, pas de chaufferie, etc. Mais au moins, le sujet est abordé et éliminé dès le démarrage. Et le dernier point important, c'est l'identification du mode d'alimentation en fluide, que ce soit l'eau froide, le chauffage et l'eau chaude. Ce sujet-là, encore une fois, permet d'anticiper les répartitions de charges à venir. Pour finir sur cette partie-là, le géomètre expert peut déduire un certain nombre de choses de sa lecture de l'immeuble, également de la lecture des actes avec le notaire, mais vraiment la personne qui connaît le mieux son immeuble, c'est le propriétaire et son gestionnaire. Donc ensuite, dans le cadre de la mise en copropriété, il faut donc identifier les parties communes générales et spéciales. Donc les parties communes générales, c'est vraiment ce qui caractérise la copropriété. L'article 1er donc, définit le lot de copropriété comme le lot qui comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. Donc ça implique que dans toutes les mises en copropriété, on aura des parties communes générales. Par contre, on a la possibilité de créer des parties communes spéciales et des parties communes à jouissance privative selon la configuration de l'ensemble immobilier. Donc en pratique, ça a une incidence, le fait de ne pas créer de parties communes spéciales, puisque en l'absence de telle partie commune spéciale, l'ensemble des copropriétaires doit avoir accès aux parties communes générales de l'immeuble. Ça, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ça a été rappelé récemment en février 2024 à propos d'un lot au rez-de-chaussée qui devait pouvoir avoir accès à la cage d'escalier en l'absence de parties communes spéciales escalier. Ce qui distingue les parties communes générales des parties communes spéciales, c'est assez logique. Les premières donc, sont la propriété de l'ensemble des copropriétaires et affectée à l'usage de tous. À l'inverse, les parties communes spéciales constituent une propriété indivise entre certains copropriétaires et sont affectées à leur seul usage. Leur création est indissociable de l'établissement de charges spéciales. Donc, on ne peut pas avoir de charges spéciales, par exemple bâtiment, sans partie commune spéciale bâtiment, et inversement, pas de partie commune spéciale bâtiment sans charge bâtiment. Concernant leur définition, c'est l'article 3 de la loi du 10 juillet 65 qui prévoit des présomptions. Donc, il s'agit notamment du sol, du gros œuvre des bâtiments, des droits accessoires tels que le droit à construire, le droit de surélever. Par contre, cette disposition n'est pas d'ordre public, donc il est tout à fait possible de prévoir une définition différente. Pour ce qui est enfin des parties communes à jouissance privative, en ce qu'elles doivent être mentionnées dans la désignation des lots privatifs, on les évoquera plus tard. Alors, une petite parenthèse, j'aime bien, quand je forme en interne sur la mise en copropriété, montrer cet article-là, et puis demander, dans le cas d'une mise en copropriété sur un volume, quel est l'élément des parties communes que l'on ne verra pas apparaître dans le règlement. Alors souvent, on pense aux circulations, circulation extérieure, etc. En fait, c'est simplement le sol qui, dans une copropriété en volumétrie, n'existe pas, puisque par définition, il est approprié par un volume, et donc n'est pas commun aux copropriétaires. Voilà, je referme la parenthèse. Donc là, le travail va consister à analyser l'immeuble sur la base des plans que l'on aurait établis, et puis à se mettre à la place d'un copropriétaire et de s'imaginer comment est-ce qu'il va utiliser l'immeuble. Donc, sur cet immeuble-là, on a deux cages d'escalier A1, A2 qui communiquent avec le rez-de-chaussée, le sous-sol et puis les étages. On a deux ascenseurs également, et puis on voit, et c'est là la particularité, on voit qu'on a deux locaux communs. On a un local vélo dans la cage d'escalier A2 qui est commun, et on a un local ordure ménagère qui est dans la cage d'escalier A1 et qui est commun également. Donc, en fait, on va s'imaginer à la place du copropriétaire qui est dans le studio en bas de l'écran, quels sont les espaces qu'il doit utiliser pour pouvoir utiliser les différents locaux et espaces qui sont nécessaires. Donc, il va évidemment utiliser la cour de l'immeuble. Pour aller utiliser le local vélo, il va également utiliser le hall de l'escalier A2
Et inversement, s'il veut accéder au local orgueil ménagère en sous-sol, il va falloir qu'il utilise le hall de l'escalier A1, puis l'espace de circulation en sous-sol. On va mener ce même travail avec, par exemple, le local commercial. On va se demander s'il a accès ou non à l'intérieur de la cour, par exemple s'il y a des boîtes aux lettres ou un local auquel il aurait accès. Ce travail-là a pour but de préparer des répartitions en parties communes spéciales et ensuite en parties communes en charge spéciale. Donc l'enjeu là-dedans, c'est d'anticiper les éventuelles contestations sur des appels de charge. Si je suis propriétaire d'une place de parking et que je n'ai pas accès à l'escalier qui monte dans les étages, qui en soi paraît assez logique, il faut que la rédaction du règlement de copropriété aille en ce sens et ne soit pas source d'interprétation, que ce soit très clair. On a dit aussi qu'un copropriétaire devait pouvoir accéder à l'ensemble des espaces dont il est propriétaire. Donc, comme on a dit, le local, le petit studio en bas, il doit être propriétaire d'une fraction de chacun des halls d'entrée, puisqu'il permet l'accès aux locaux communs. Tout ça nous pousse en fait vers un découpage très fin de l'immeuble en partie commune spéciale. Et en fait, on peut mettre en regard de ça un autre enjeu qui est de permettre une gestion efficace de l'immeuble. Alors, ce que j'entends par efficace, c'est justement pas la multiplication des grilles de charges, puisqu'il faut que derrière, évidemment, les contrats de gestion, par exemple, soient en concordance avec le règlement de copropriété. Là, on a deux halls d'escalier A1 et A2. Est-ce que derrière, le syndic aura effectivement deux contrats d'entretien pour chacun des halls? Donc, il pourra individualiser ces charges-là, ou bien est-ce qu'il aura un contrat unique? En quel cas, finalement, la gestion de l'immeuble ne sera pas tout à fait cohérente avec la façon dont le règlement avait été pensé au départ. Puis un dernier enjeu, c'est de retranscrire toute cette analyse dans le règlement de copropriété, dans le respect de la loi, sous peine, en fait, s'il y a des confusions ou des oublis, en fait, c'est la présomption de l'article 3, présomption des parties communes, qui va s'appliquer, alors même que ce n'est pas ça qu'on avait prévu au départ. Donc nous, notre pratique sur les définitions des parties communes générales et des parties communes spéciales dans le cadre de la rédaction de l'acte, c'est pas simplement de faire un copier-coller du projet du géomètre. Donc on analyse les définitions, on vérifie qu'il n'y a pas de contradiction entre les définitions PCG, PCS, et on s'interroge sur le fait de savoir si les PCS créées sont pertinentes ou exhaustives par rapport aux informations qu'on a sur l'immeuble. Donc ensuite, une fois qu'on a défini ces parties communes générales et spéciales, donc on divise l'immeuble en parties privatives, donc c'est l'état descriptif de division. Donc au terme de l'article 2 de la loi, sont privatives les parties des bâtiments et terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Donc les parties privatives, elles sont définies à la fois dans le règlement de copropriété, dans le paragraphe de définition des parties privatives, donc c'est la partie droite de la slide, un exemple qu'a mis Pierre, mais également dans l'état descriptif de division, dans la désignation du lot privatif. Voilà, il faut analyser les parties privatives à la lecture de ces deux paragraphes. Donc le règlement de copropriété renvoie à l'EDD et inversement. Voilà, alors, sur cette désignation de lot, en fait, on repère ici effectivement le lot de copropriété. Là, on voit qu'on parle d'un lot d'habitation. Généralement, on aura tendance à être plus précis dans la désignation d'un lot de copropriété à usage de logement que à usage de bureaux, de commerce, par exemple. Souvent, les acquéreurs de logements sont vigilants à ce qu'ils achètent, et donc souhaitent voir écrit très clairement ça dans l'acte. Il faut trouver un niveau de détail, on ne va pas aller jusqu'à préciser la présence de placards ou de choses comme ça, des choses trop fines et qui de toute façon peuvent évoluer au fil des réaménagements. Garder une certaine mesure dans la désignation du lot.
Également, dans la désignation de ce lot, on voit qu'on rappelle la quote-part de partie commune générale, indispensable, et la quote-part de partie commune spéciale. Donc là, ici, on s'est limité à la quote-part de partie commune spéciale de bâtiment. On n'est pas allé jusqu'à détailler l'ensemble des parties communes spéciales, comme on a pu voir juste avant sur le hall d'entrée, sur la cage d'escalier. On se retrouverait avec des désignations à n'en plus finir, et en fait, ce n'est pas tellement ça l'enjeu de la désignation du lot. Les quotes-parts que l'on ne mentionne pas ici le sont de toute façon dans la suite de l'acte. Alors, on parlait tout à l'heure de l'importance de visiter l'ensemble des lots de copropriété. Et donc là, on a ici un exemple d'un immeuble que l'on a mis en copropriété. Et donc, on a deux lots qui sont superposés. Celui en rose à gauche n'a pas été vu et celui en vert à droite a été vu. Donc là, on est dans un cas qui est facile, entre guillemets, puisqu'on voit très bien que les lots, finalement, ont une emprise quasiment identique. Donc, on en déduit qu'ils ont une superficie qui est aussi quasiment identique. La seule chose qui change, que l'on voit, c'est l'emprise des surfaces extérieures. On voit bien qu'on a un balcon qui est plus petit en vert que en rose. Et donc ça, ce sera le seul élément sur lequel on sera intransigeant. On ne pourra pas s'en passer, puisque ça définit directement les quotes-parts de parties communes du lot considéré. Voilà, donc dans ce cas-là, on arrive à pallier la non-visite de ce lot-là, simplement dans la désignation. On se contentera de dire que l'on a un appartement avec balcon, au lieu d'une désignation plus précise comme on a sur l'exemple de droite. Mais ce cas-là est simple. Il y a des cas, évidemment, où on ne pourra pas procéder de la sorte. Imaginons l'appartement qui est réaménagé au dernier étage sur l'emprise des anciennes chambres de service. Il n'aura pas nécessairement la même forme que celui qui est en dessous, du fait des hauteurs sous plafond variables, etc. Donc, dans des cas comme ça, on aura souvent d'autres choix que d'insister jusqu'à pouvoir relever le lot considéré. En tout cas, il n'y a pas nécessairement de solution magique, je dirais, mais il faut être encore plus vigilant sur ce genre de lot atypique. Donc ensuite, sur les jouissances exclusives plus particulièrement, c'est un nouvel article qui résulte de la loi Elan, donc l'article 6-3 qui nous dit que les parties communes à jouissance privative sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité exclusive d'un lot. En revanche, elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires et ce droit est nécessairement accessoire à un lot de copropriété auquel il est attaché. Donc un droit de jouissance privative ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Enfin, donc cet article nous précise que le règlement de copropriété indique, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit supporte. Voilà, donc en complément sur ce sujet-là, on s'était interrogé à un moment donné, enfin nous en tout cas, sur ce que voulait dire la loi, indiquer quelles sont les charges supportées. On s'était demandé si c'était un tantième qu'il fallait donner ou pas. Et finalement, l'interprétation qu'on en a faite, c'est que il faut préciser qu'est-ce qui est à la charge du copropriétaire. Donc ça passe dans un premier temps par une bonne description de ce qui relève des parties communes et des parties privatives. Par exemple, ici, on a mis le gros œuvre et l'étanchéité en partie commune. Inversement, les revêtements superficiels sont des parties privatives. Et donc, en miroir de ça, les revêtements superficiels sont des charges privatives et le gros œuvre et l'étanchéité sont des charges générales. De cette façon-là, on répond à l'exigence de la loi. Donc ensuite, toujours dans le cadre de la division par lot, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de réglementations. Donc, par exemple, pour la désignation des lots d'activité, on va vérifier que la destination et l'usage sont réguliers. Pour les lots, les emplacements de stationnement PMR, en fait, dans certains cas, donc quand le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2015 et à certaines conditions prévues à l'article 8, paragraphe 2 de la loi, on ne pourra pas allotir un emplacement de stationnement. Donc ça, c'est un sujet qui revient souvent et qui n'est pas forcément compris par les propriétaires dans le cadre de la mise en copropriété. Donc voilà, c'est obligatoire, donc on ne peut pas allotir ce lot.
Ensuite, on vérifie également qu'on ne rentre pas dans un des 3 cas d'interdiction de diviser visés à l'article L626-17 du CCH. Donc d'abord, c'est de vérifier que l'immeuble n'est pas frappé d'une interdiction d'habiter, un arrêté de péril ou un arrêté d'insalubrité. On vérifie, on ne peut pas diviser si les locaux sont d'une superficie ou d'un volume inférieur à 14 mètres carrés ou à 33 mètres cubes. Alors avec une réserve qui a été apportée par un arrêt donc, du 3 juin 2021. Cet article n'empêche pas la division d'un immeuble pour créer des lots qui correspondent à la structure de l'immeuble. Donc, c'est par exemple le cas, bien sûr, des chambres au dernier étage. Voilà. Et enfin, donc, il y a on ne peut pas diviser si les locaux ne respectent pas, ne sont pas pourvus d'un certain nombre d'installations, donc eau potable, évacuation des eaux usées, fourniture de courant électrique, ou s'ils n'ont pas fait l'objet de diagnostic plomb, amiante, si l'immeuble est concerné, bien sûr, par cette réglementation. Donc, par rapport à ce point, donc, on pourra diviser l'immeuble si les lots respectent ces critères. Par contre, nous, au stade de la désignation des lots, on prendra en compte tout ce qui est relatif à la réglementation sur les logements décents et les règlements sanitaires communaux. Donc, par exemple, à Paris, le règlement sanitaire est plus restrictif concernant la superficie, puisque c'est la pièce principale qui doit avoir une superficie minimale de 9 mètres carrés. Donc, dans certains cas, on aura la possibilité de diviser, mais nous, dans la désignation, on indiquera simplement local au lieu de logement, par exemple. Et enfin, dans le cadre de l'analyse des plans, on regarde, et puis de ce que nous indique le géomètre, on vérifie si certains lots doivent être grevés d'une contrainte d'accès particulière. Ça, c'est plus pour l'information du copropriétaire, parce que dans notre règlement de copropriété, on prévoit que tous les lots sont grevés de contraintes d'accès pour l'accès aux parties communes. Donc voilà, on parle de contraintes d'accès, on ne parle pas de servitude, puisqu'on ne peut pas constituer de servitude entre une partie commune et un lot. Donc ça, c'est un nouvel article qui résulte d'une jurisprudence constante. Donc nous, notre pratique sur ce point, donc sur l'état descriptif de division, la désignation des lots, comme on ne se rend pas sur place, on vérifie les plans par rapport au texte de désignation. On s'interroge sur la pertinence d'allotir tous les lots, par exemple, tous les emplacements de stationnement extérieur. Est-ce que le propriétaire souhaite conserver des emplacements en partie commune, par exemple, pour les visiteurs? S'il y a un logement du gardien, est-ce qu'il souhaite l'allotir ou non, voilà, etc. Et voilà, en fait, pour cette partie sur le DD. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du calcul des quotes-parts de parties communes générales et spéciales. C'est un élément important dans le détail descriptif de division. Alors, la fixation des quotes-parts, elle résulte d'un article de la loi 1965, l'article 5, qui a la particularité de ne pas être d'ordre public. Donc, sous-entendu, chaque praticien, chaque rédacteur peut adopter la méthode de calcul qui lui convient le mieux, la méthode de son choix. Nous, on choisit de s'aligner sur les critères qui sont fixés par la loi, tout simplement parce que derrière, la méthode de répartition des charges, elle, est obligatoirement alignée sur la loi. J'en reparlerai juste après. Donc, simplement ici, on voit que cet article-là nous parle dans le silence sur la contradiction des titres. Comme je le dis, si on veut, on peut faire autrement. Le calcul des quotes-parts se fait en fonction de la valeur relative des lots. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur relative? En fait, quand on parle de valeur, on pourrait penser à une valeur vénale. Là, ce n'est pas du tout ça, parce que la valeur vénale, on va l'établir, par exemple, en faisant des comparaisons entre des lots, des biens semblables. Là, on va justement chercher à comparer des lots qui ne se ressemblent pas du tout. On va chercher à comparer la valeur d'une cave par rapport à un lot de logements. Donc, c'est en ça que c'est une valeur relative. On a 3 critères qui sont donnés par la loi: la consistance, la superficie et la situation. Alors, ça pourrait regrouper à
peu près tout et n'importe quoi, c'est ces trois notions-là. Dans les travaux préparatoires de la note 65, on a des critères qui avaient été donnés pour guider justement le rédacteur dans ce calcul-là. Donc, la consistance, c'est tout d'abord la nature du lot. Est-ce qu'on a affaire à un logement, un local commercial, une case, un garage, etc. On peut ensuite tenir compte de la distribution et de la forme du lot. Si on a, par exemple, un local commercial en rez-de-chaussée qui est tout en longueur avec un faible linéaire de façade, il peut éventuellement avoir une valeur relative moins élevée qu'un commerce qui est davantage sur le linéaire de façade. On tient compte évidemment de la hauteur sous plafond, du niveau, et puis de l'éclairement et de l'ensoleillement. Alors juste ici, pour résumer sur ce tableau-là, en fait, finalement, c'est assez simple. On prend la superficie du lot considéré, on lui applique toutes les pondérations que l'on choisit. Cela nous donne une superficie pondérée, et par une règle de 3, on remet ça sur 1000, 10 000, 100 000, en fonction de l'immeuble considéré. En fait, le travail ici, l'importance du travail, elle est au niveau du choix des coefficients et des critères qui sont retenus. Là, je vous mets à l'écran les critères qui sont applicables chez nous. Alors, ils sont applicables, mais ils ne sont pas tout le temps appliqués. Ça dépend vraiment de l'immeuble considéré. Également, ça dépendra également du géomètre expert qui rédigera le règlement, puisque, comme j'ai dit juste avant, cet article-là n'est pas d'ordre public, donc chacun finalement est maître de la façon dont il procède. Alors juste pour vous montrer un petit peu vraiment en pratique, un immeuble équipé d'un ascenseur, on va considérer que l'appartement au dernier étage a davantage de valeur relativement à un appartement au dernier étage qui n'a pas d'ascenseur. On a également des coefficients pour l'ensoleillement et la vue, mais qui sont à prendre avec précaution, parce que voilà, on voit que les pondérations peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20% de la valeur du bien en moins ou en plus. Donc à prendre avec précaution. Et par exemple, dans le cas d'une VFA où les immeubles sont conçus pour avoir des éclairements, des ensoleillements optimaux, ces coefficients seront peu, voire pas du tout appliqués. On voulait également faire un focus sur la façon dont on peut garder la main sur une partie de l'immeuble. L'exemple typique, c'est un bailleur social qui met en vente une partie de son patrimoine. Là, on a à l'écran le cas on a deux bâtiments, A et B, qui sont ensemble posés sur un parc de stationnement. Le bailleur décide de vendre le bâtiment A et de rester propriétaire du bâtiment B. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'il peut garder une gestion la plus autonome possible sur son bâtiment B, parce qu'à partir du moment où on publie la mise en copropriété, il n'est plus seul décisionnaire sur l'ensemble immobilier. Alors, on choisit nous, de créer des parties communes spéciales sur chaque bâtiment, de sorte que chaque lot, en fait, n'est propriétaire que de ce qui est dans son bâtiment, et d'une bonne part des parties communes générales, bien évidemment. Si on s'arrête là, on a un problème parce que les parties communes, même si elles sont spéciales, en tant que parties communes, elles sont quand même sous gestion du syndicat. Donc, dans l'acte, le notaire prévoit une clause qui permet, dans le cas où les lots appartiennent au même propriétaire, la gestion peut être assurée par lui seul. Donc ça, c'est une première solution que l'on favorise, davantage à une autre solution que l'on rencontre assez fréquemment, qui est celle du macro lot de copropriété. Donc là, c'est vraiment la mise en œuvre de la liberté rédactionnelle sur les parties communes et privatives. On choisit de dire le bâtiment B dans son ensemble est une partie privative. Donc en fait, on voit qu'il n'a qu'une quote-part de partie commune générale, alors que les lots dans le bâtiment A ont une quote-part de partie commune générale et une quote-part spéciale. Là où ça va poser des problèmes, c'est lorsque l'on voudra par la suite subdiviser le bâtiment B pour vendre à la découpe les lots. Pourquoi ? Parce que les superficies qui avant correspondaient aux circulations, aux couloirs, aux cages d'escalier, généraient des quote-parts, puisqu'elles étaient comprises dans le lot.
Or, quand on va venir subdiviser le bâtiment B, on va venir également supprimer les quotes-parts relatives à ces espaces de circulation. Et donc, on va finalement diminuer le nombre de quotes-parts générales, donc le dénominateur, ce qui fait qu'au global, là où le bâtiment A représentait avant un 400 millième des parties communes générales, il va représenter 409 centièmes. Et donc, relativement, il va acquitter davantage de charges. Ça peut poser un problème. Pour remédier à ça, on a éventuellement deux solutions. Tout d'abord, à préciser que les surfaces de circulation dans le macro-lot ne sont pas comprises dans le calcul des quotes-parts, ce qui me pose un petit peu de problème parce qu'on dit que le bâtiment B est une partie privative. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne tiendrait pas compte de l'ensemble des surfaces qui y sont incluses? Et la deuxième solution, c'est dans chacun des bâtiments A et B, tenir compte de la surface des parties communes et ventiler cette surface sur chacun des lots desservis avec une pondération à 0,10, 0,15, qui permet de vraiment sous-représenter cette superficie dans la superficie des lots. Mais la conséquence, c'est que lorsqu'on vient subdiviser le bâtiment B, en fait, la surface correspondant à ces parties communes sera déjà contenue dans les lots de copropriété, dans la quote-part des lots de copropriété. Voilà. Donc vraiment, la solution qui rencontre en tout cas, moi, mon adhésion, c'est les parties communes spéciales avec la gestion autonome. Et enfin, pour pousser un petit peu plus loin le sujet, on a des bailleurs sociaux qui parfois se constituent eux-mêmes syndics de copropriété. Et du coup, on constitue un syndicat secondaire qui a pour objet la gestion du bâtiment B, alors que le syndicat principal aura, lui, la gestion du bâtiment A et des parties communes générales, ici le parc de stationnement. Donc le syndicat secondaire permet une gestion quand même très autonome, puisqu'il y a une comptabilité, des assemblées générales séparées, des possibilités d'action en justice également séparées, et le choix d'un syndic également différent. Après avoir réparti la propriété, on répartit maintenant les charges. Là, il y a une distinction à bien avoir en tête, c'est la quote-part de parties communes, qui représente la part d'indivision qu'on a dans les parties communes, et le tantième de charge, qui représente la fraction de charge que l'on va acquitter. C'est vraiment des choses différentes, puisque la première, la quote-part de propriété, son mode de calcul, on l'a vu, n'est pas imposé par la loi, alors que pour la charge générale, le mode de calcul, lui, est imposé par la loi à l'article 10, qu'on n'a pas repris à l'écran, mais qui est synthétisé en deux parties. D'abord, les charges qui sont liées à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, donc c'est en fait les charges générales et les charges de bâtiment. Celles-ci la loi renvoie directement à l'article 5. Donc en fait, il renvoie, comme on l'a vu, aux critères de calcul des quotes-parts de propriété. C'est pour ça qu'on fait le choix d'aligner le mode de calcul des quotes-parts et le mode de calcul des charges sur les mêmes critères, puisque moi, je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi est-ce que les charges générales sont différentes des quotes-parts de parties communes générales. Mais encore une fois, c'est vraiment un choix qui est laissé libre pour le rédacteur. Et on a une deuxième catégorie de charges qui sont liées aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun. Donc, c'est tout ce qui concerne l'ascenseur, les chaudières collectives, les boîtes aux lettres, les cages d'escalier, enfin, davantage les équipements qui sont dans la cage d'escalier que l'espace en lui-même. Là, il convient aussi de trouver un équilibre entre le nombre de grilles de charges qu'on va établir et puis la gestion que pourra en faire derrière le syndic. Toujours est-il que ces charges-là, elles se répartissent non pas sur les critères de l'article 5, mais sur le critère d'utilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'utilité pour le lot? C'est simplement est-ce que le lot est desservi ou pas par l'équipement? Est-ce que le local commercial en rez-de-chaussée est desservi par la chaufferie commune? Si oui, il paye des charges, sinon il ne paye pas de charges. C'est relativement simple à appréhender. En revanche, il y a des cas un petit peu plus complexes. On l'a vu tout à l'heure dans mon exemple. Le lot qui était à rez-de-chaussée, il avait besoin d'accéder au sous-sol, au local vélo. Donc pour ça, il va emprunter l'ascenseur. Instinctivement, l'utilité de l'ascenseur pour le lot au rez-de-chaussée, on va avoir tendance à penser qu'elle est nulle.
mais ce sera compliqué de justifier que ce lot à rez-de-chaussée qui doit emprunter l'ascenseur pour aller au sous-sol ne paye pas de charge dessus. Objectivement, pour servir en tant que logement, ce lot-là doit bien avoir accès à un local poubelle et donc doit pouvoir utiliser l'ascenseur. Donc on va comptabiliser la surface desservie en la sous-pondérant de sorte que en fait, la quote-part acquittée, le tantième de charge, soit sensiblement moins élevée que pour un lot qui est situé en étage. Donc, il y a quand même deux choses à retenir sur ce passage, ce sujet des charges. C'est d'abord que les charges sur la conservation et l'entretien de l'immeuble sont obligatoirement adossées à des parties communes spéciales, les deux étant indissociables. Ça, c'est une nouveauté de la loi Elan. Et d'autre part, les charges liées aux équipements collectifs, elles peuvent exister de façon tout à fait autonome. On ne va pas créer des parties communes spéciales pour l'ascenseur, pour la chaudière, pour pouvoir créer les charges. Là, la loi nous dit vraiment que ces charges-là existent de façon autonome. Donc, par rapport à notre pratique sur les charges, nous, c'est pareil que pour les définitions des parties communes générales et spéciales. On ne se limite pas à faire un copier-coller du projet du géomètre dans notre acte. On vérifie que les définitions correspondent avec celles des parties communes et générales et spéciales. On vérifie que les lots impactés sont cohérents avec l'existant et ce qu'on comprend aussi des plans. Éventuellement, on vérifie ce point avec le propriétaire. On vérifie que aussi toutes les charges relatives aux éléments d'équipement commun et aux services collectifs ont été prévues. Parfois, on a des projets où on n'a pas de clause sur l'eau froide ou le chauffage, et on se rend compte que il est nécessaire de prévoir une grille. Donc voilà, ça c'est des points vraiment sur lesquels on insiste et qu'on vérifie avec les éléments en notre possession, avec le propriétaire et avec notamment le diagnostic technique global qu'on a dans le cadre de la mise en copropriété. Une fois qu'on a fait toute cette partie de définition et d'identification des parties communes, des parties privatives, de définition des charges, il s'agit d'organiser la vie de l'immeuble. Et cette partie est purement contractuelle dans le règlement de copropriété, sous certaines réserves, notamment celle qui tient à la destination de l'immeuble. Le règlement de copropriété doit contenir une clause relative à la destination de l'immeuble. Alors attention, ce n'est pas la même notion de destination que celle au sens du code de l'urbanisme. Cette clause de destination est très importante parce qu'elle va déterminer les possibilités d'évolution de l'immeuble dans le temps. C'est l'article 26 qui, dans son dernier alinéa, nous précise que l'Assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité, donc particulièrement lourde, des voix de tous les copropriétaires, décider de la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l'immeuble. Donc cette contrainte nous invite à apporter le plus grand soin à la fixation de la destination de l'immeuble lors de la signature des actes fondateurs de la copropriété. Et on a une multitude de possibilités. Par exemple, en matière d'habitation, on peut aller du plus restrictif au plus libéral. On peut trouver des clauses d'habitation bourgeoise exclusives, particulièrement contraignantes, qui signifient que dans l'immeuble, on aura uniquement des logements, avec interdiction de toute autre utilisation des locaux, notamment l'exercice de professions libérales. On peut avoir également des immeubles dans lesquels on va choisir une clause d'habitation bourgeoise simple qui va autoriser les professions libérales soit dans tous les lots, soit uniquement dans les lots du rez-de-chaussée. On peut avoir, de façon plus large encore, une clause d'habitation à l'exception de certains lots, c'est-à-dire que l'immeuble va généralement être à usage à destination d'habitation et les locaux du rez-de-chaussée, par exemple, pourront être affectés à une autre destination. Et enfin, on peut avoir une clause mixte qui permettra la plus grande évolution possible dans le temps, puisqu'elle permettra de modifier la destination d'un local particulier dans l'immeuble sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation de l'Assemblée générale. Attention, il faut nuancer nos propos, puisque la loi d'Aubier du 16 juin 2025, donc très récente, a modifié
l'article 9 de la loi du 10 juillet 65 et prévoit désormais que lorsque la destination de l'immeuble ne prévoit pas l'habitation dans un local privatif, la modification de la destination pour autoriser l'habitation dans ce local à l'usage de bureau pourra être approuvée à la majorité simple de l'article 24. Cet apport a pour objectif de faciliter la transformation des bureaux en logements. Ensuite, apport de la loi du 21 novembre 2024 le MEUR sur l'obligation de prévoir dans les nouvelles copropriétés l'interdiction ou l'autorisation de la location de meublés de tourisme. Ce nouvel apport a pour objectif de simplifier les choses et de autoriser ou interdire ab initio, donc d'accorder le pouvoir au propriétaire pour l'évolution de son immeuble à ce sujet. Et donc maintenant, un dernier point sur les conditions d'usage des parties communes et des parties privatives. Donc comme vous le disiez Céline, donc cette partie est purement contractuelle, sous réserve de respecter certaines dispositions. Donc déjà l'article 8 de la loi qui nous indique qu'on ne peut pas imposer de restrictions aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou cette situation. Donc il faut entendre par là le standing de l'immeuble. Ou encore du respect, bien sûr, des dispositions d'ordre public qui sont listées à l'article 43 de la loi 65, donc qui sont listées, que vous voyez à l'écran. Donc, ont pu être considérées comme valables des clauses qui, par exemple, fixent les modalités de jouissance des jardins, terrasses, balcons, l'interdiction de vendre un lot accessoire à une personne étrangère à la copropriété, là, sous réserve que le standing le justifie, ou encore l'interdiction de louer des chambres de service à une personne étrangère à la copropriété, donc sous la même réserve, bien sûr. Il a encore été admis que certaines activités dans les locaux d'activité puissent être interdites. Donc, c'est le cas, par exemple, des activités de restauration rapide, de discothèque, enfin voilà, tout ce qui est justifié par une éventuelle nuisance pour les copropriétaires. En revanche, donc certaines autres clauses ont pu être réputées non écrites. C'est le cas, par exemple, d'une demande qu'on rencontre assez fréquemment, donc dans le cadre de la mise en copropriété d'un immeuble existant. Donc, le règlement de copropriété n'est pas encore signé au moment de la promesse de vente sur le premier lot, et le premier acquéreur souhaite réaliser des travaux sur les parties communes et souhaiterait que le règlement de copropriété l'autorise d'ores et déjà à réaliser ces travaux. Donc ça, c'est pas possible puisque c'est une clause qui contrevient à l'article 25 de la loi de 65 qui est d'ordre public et qui prévoit que les travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'Assemblée générale. Une autre clause qui a été réputée non écrite, c'est la clause qui instaure un droit de priorité des autres propriétaires en cas de vente d'un lot, puisqu'elle est trop restrictive à la liberté de disposer de son bien. En revanche, on peut quand même apporter une atténuation sur ce point, mais qui concerne uniquement les emplacements de stationnement, donc avec la possibilité de prévoir une telle clause, un droit de priorité à l'article 8-1 de la loi, sous certaines conditions. Donc, il est important de prévoir les restrictions aux conditions d'usage des parties communes et des parties privatives dès la mise en copropriété, puisque, à défaut, de nouvelles restrictions ne pourront être imposées aux copropriétaires concernés que sous réserve que ces copropriétaires donnent leur accord. Donc, ce sera le cas, par exemple, un cas qu'on a déjà rencontré, l'ajout d'activités interdites dans les locaux d'activité, c'est pas possible, sauf si le propriétaire du local, des locaux d'activité concernés donne son accord. Donc en conclusion, la mise en copropriété de l'immeuble existant doit pouvoir permettre au propriétaire de céder plusieurs fractions qui composent son immeuble tout en connaissant ses caractéristiques, et puis doit permettre aussi la vie de l'immeuble dans l'avenir, une vie la plus paisible, à la gestion la plus optimale possible. Voilà, on est à votre disposition pour quelques questions et réponses. Je ne sais pas si on est déjà dans le film.
Non, non, dans le film, nous n'avons pas encore de questions. N'hésitez pas, à nouveau à les poser dans le fil, de discussion, à droite. En tout cas, merci beaucoup, pour pour cet échange aujourd'hui. Je pense que certains éléments ont aussi éclairci quelques idées, chez les uns, chez les autres. J'ai même déjà reçu, un message de la part d'un participant me disant qu'il devait nous quitter un petit peu plus rapidement, mais qu'il avait un projet en tête sur lequel il voulait nous solliciter. Il avait quelques questions à nous poser. Donc, j'espère que, voilà, on aura pu, répondre à certaines interrogations et bien évidemment, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner. Nous avons, une question de Catherine, qui nous demande: «Pouvez-vous revenir sur ce qui caractérise la volumétrie, quand tu es, quand tu es dans ce régime?» Alors, sur la caractérisation de la volumétrie et je pense, quand est-ce que nous sommes dans ce régime-là de la volumétrie? Alors, c'est pas vraiment l'objet de ce webinaire et effectivement, on l'a exclu à l'initio. Sur la volumétrie, en fait, on n'a pas de texte de codification comme on peut l'avoir sur la copropriété. On est beaucoup plus libre maintenant. La loi de 1965 nous indique, dans les modifications qui ont été apportées ultérieurement, qu'à partir du moment où on a de l'habitation dans l'immeuble, le régime de la copropriété s'impose. Ok. Vous ajoutez quelque chose? La volumétrie, c'est vraiment un régime dérogatoire à la copropriété, donc c'est fondamentalement différent. Très concrètement, en volumétrie, qu'est-ce qui la caractérise? C'est l'absence de parties communes finalement. On aura des propriétés imbriquées les unes dans les autres sans aucune partie commune, avec un réseau de servitude qui dessert les différents volumes. Mais voilà, fondamentalement, ce que c'est la volumétrie par rapport à la copropriété, qui repose justement sur le principe du lot composé d'une partie privative et d'une part de parties communes. Sur les pondérations sur les incidences fiscales, peut-être, Catherine, voulez-vous parler de l'impact de ces pondérations sur la valorisation du lot? Alors, on va retrouver une incidence fiscale à l'occasion de la vente de parties communes, puisque quand des copropriétaires, par exemple, vont céder une partie commune, il va y avoir création d'un lot privatif qui aura vocation à être vendu, et les copropriétaires vont être imposés sur la plus-value générée à l'occasion de cette vente de partie commune, et la détermination, c'est un mécanisme un peu complexe, la détermination de l'impôt sur la plus-value supportée par chacun des copropriétaires va être intimement liée à la quote-part de parties communes affectée à son lot. Merci pour ce retour et ces précisions. Et en effet, on avait songé à faire un prochain webinaire sur la volumétrie, qui est un sujet bien distinct et je pense beaucoup d'éléments aussi à dire sur cette thématique. Donc, nous nous réservons peut-être ce moment sur un prochain webinaire. En tout cas, s'il n'y a pas de questions supplémentaires et pour être dans les temps, comme je vous le disais en introduction, le webinaire sera disponible en replay sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, et sera directement envoyé dans votre boîte mail. Et évidemment, si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. Donc, il ne faut pas hésiter sur certains projets précis. Ce sera avec grand plaisir de vous accompagner. Encore merci pour votre attention. Est-ce que Céline, Livia, Pierre, vous avez d'autres éléments à ajouter? Non, merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Super. Écoutez, encore un grand merci et je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt.